Alors, donc, pour en revenir à ce sur quoi on s'était arrêté. Est-ce que j'ai laissé mes trucs ouverts? Tadam! Ça, c'est donc mes produits. Voilà. On peut décaler un peu tout ça vers là. Voilà. Alors, pour finalement arriver à un résultat qui fonctionne, j'ai fini par laisser tomber l'idée de mettre une propriété en plus ici, vu que d'une manière ou d'une autre, ça ne voulait pas prendre la valeur de tout produit. J'ai pas encore trouvé comment régler cette histoire-là. J'ai donc utilisé un subterfuge à la place en faisant un trouvé moyen de concaténer du coup la valeur donc de produit.img avec la chaîne de caractères assets/image. Donc du coup à partir de là ça passe. Voilà. Bon, ce qui nous donne des images assez énormes dans notre dans notre listing. Bon, après c'est lié au format des images. Si elles étaient moins hautes, ça prendrait simplement une place parce que ça s'adapte automatiquement sur la largeur disponible. Donc ça après, si on veut des images plus petites, il faut soit une largeur plus petite, soit des images qui sont moins hautes, tout simplement. Donc ça après c'est du réglage. On peut forcer la taille maximale des images normalement. Oui, mais après si tu forces la réduction de la taille des images, tu auras des images plus petites que la carte elle-même, ce qui peut donner un résultat plus ou moins étrange. Là après c'est du choix de design quoi. Mais voilà, on va, disons que je compte pas trop utiliser le temps de la séance sur ce genre d'éléments. Je préfère avancer sur des choses qui vont nous faire progresser sur l'usage de Angular à proprement parler. Voilà, donc pour notre image, je vous mets du coup cette ligne-là dans Discord. Hop. Maintenant, il faudra juste faire attention à l'usage ici des doubles et des simples côtes. La double côte qui permet donc de délimiter la valeur qui est assignée à la propriété SRC. Et à l'intérieur de cette double côte, j'ai donc la chaîne de caractères encadrée de simples côtes avec assets et images, le début du chemin vers notre image, et puis ensuite donc plus la variable produit.img qui contient le nom de l'image. Et puis à partir de là, ça roule. C'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon. Nickel, super. Voilà, donc avec ça, on a réglé cette première chose. Deuxième chose, on avait dit que on voulait pouvoir mettre des descriptions à nos produits. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Et du coup, pour éviter d'avoir un emplacement vide, ce que vous pouvez encore avoir normalement en dessous de vos images, pour éviter d'avoir un emplacement vide en dessous des images, j'ai rajouté un élément conditionnel ici sur la div
card body, où il y a justement l'insertion de la description, j'ai rajouté une condition ici, un if, qui donc va être géré par Angular. Donc c'est un étoile ngIf. Donc ça, c'était la forme abrégée de Angular. Pour pouvoir mettre effectivement des conditions sur des blocs. Alors, des blocs conditionnels peuvent se faire de différentes manières. Il y a des choses très intéressantes qu'on peut faire. Par exemple, faire afficher un bloc div dans le cas où le if est à vrai et un autre bloc div dans le cas où la condition est fausse, par exemple. Donc là, c'est la version la plus simple qui est là, où ce bloc div apparaît voilà, si c'est vrai. Non. Donc c'est un if, c'est différent, la description est différente de nul. Donc si la description est différente de nul, ce div du coup va être actif, si on peut dire ça comme ça, et du coup la description va pouvoir apparaître. Donc la question après c'est de savoir est-ce qu'il y a une description. Là pour l'instant il n'y en a pas sur aucun de nos produits. Donc il suffit de rajouter une description quelque part. Par exemple ici, je vais mettre en dessous de la désignation, voilà. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai rajouté cette description, mon if, du coup, qui vérifie si c'est nul, passe à vrai. Et donc, ce bloc div, du coup, va pouvoir s'activer, hein, et donc afficher son résultat. Je vérifie peut-être juste, j'ai pas pris le temps tout à l'heure. Ouais, juste Mathieu qui n'est pas encore arrivé. Bon, j'espère qu'il va pouvoir venir. Hop. Alors, j'ai plein de fenêtres. Enfin, je vais refermer un peu tout le bazar que j'ai ouvert ce matin dans mes recherches concernant Angular. Parce que je suis un peu pollué par tous ces onglets. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, donc, prochaine étape, ça sera donc d'effectivement avoir quelque chose qui se passe quand on veut ajouter un produit au panier. Alors, non, c'est pas ça que je voulais voir.
Alors, où est-ce que c'est ce truc? Oui, si c'est bien ce truc-là. Donc l'objectif, c'est donc d'avoir quelque chose qui soit capable de récupérer nos informations au fur et à mesure pour voilà. Pour pouvoir stocker donc les informations au fur et à mesure. Alors pour stocker ces informations au fur et à mesure, l'idéal c'est d'utiliser un système annexe. Alors je ne me souviens pas si j'ai encore cette image que je vous avais envoyée dans les séances précédentes. La séance de lundi. Et vous l'avez peut-être sauvegardé l'image. Je vérifie si je la retrouve. Voilà. C'est ce truc-là. Je vais l'épingler pour que vous puissiez la retrouver facilement dans la discussion. Voilà. Donc j'ai épinglé une image. On a perdu David? C'est déconnecté, on est d'accord, hein? Ouais, on a perdu David. Ouais. C'est lui qui doit avoir un problème de connexion pour le coup. De toute façon, avec tout le monde qui se connecte en même temps, c'est pas étonnant. Ouais, c'était rapide comme cours. Déclencher notre template avec les bonnes informations, on avait dû utiliser les propriétés du template, le entre-crochet source par exemple, hein, SRC, pour afficher l'image. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme exemple dans ce genre-là Donc voilà, le SRC ici. Donc ça c'est une manière de balancer les propriétés, mais en l'occurrence c'est plutôt quand on veut, voilà, par rapport là ça sera plus cohérent. Hein, donc la propriété produit qu'on a déclaré en input pour pouvoir lui dire voilà, je t'envoie une variable, c'est la variable produit. Hein, donc ça c'est le mécanisme
ce qu'ils appellent les property bindings, donc la liaison à travers les propriétés, pour envoyer des informations depuis un composant TypeScript vers notre template. Hein, puisque là, du coup, il va choper cette information-là depuis notre classe TypeScript. De l'autre côté, si on veut récupérer de l'information à travers de la part du template, il nous faut autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est le mécanisme des événements qui va nous permettre de déclencher du traitement. Hein. Donc, en l'occurrence, ça sera... alors, il y a plein de types d'événements possibles, en particulier le clic sur nos boutons. Hein. Ici, quand je veux ajouter un élément dans un panier, c'est bien en cliquant sur le bouton qu'il va se passer quelque chose. Donc, je dois pouvoir intercepter le clic de ce bouton. Et donc, pour faire ça, il faut déjà que je sache quel traitement je veux déclencher quand je clique sur ce bouton. Du coup, dans mon composant lié à la carte, donc celui-là, je peux le fermer. Celui-là aussi. Ça aussi. Ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Voilà. Dans ma classe carte produit component, j'ai du coup rajouté ici donc une méthode ajoutée au panier. J'aurais pu l'appeler autrement, hein. Je vais donner le même nom que le bon bouton. Peu importe, l'important c'est de s'y retrouver. Et donc, cette méthode ajoutée au panier, pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est déclencher une alerte. Ça nous permettra de vérifier que tout va bien. Hein, que déjà, on a réussi à déclencher quelque chose. Alors, ça va pour l'instant, c'est bon? Je vous ai pas perdu en disant ça? Non, pour l'instant, c'est bon. D'accord, nickel. Donc l'objectif, c'est de déclencher ça. Alors, à votre avis, là, si je clique sur mon bouton, est-ce que ça va se déclencher? Non, Pourquoi? parce qu'on n'a pas configuré Parce qu'on n'a pas relié au bouton. On n'a pas mis l'événement dans le bouton lui-même. Oui, c'est ça. C'est que le bouton, on doit lui dire, bah voilà, sur un événement, tu dois déclencher ce code. Donc, dans la partie HTML, du côté de la vue, je dois effectivement faire le branchement sur le bouton. Donc, on a déjà les classes, très bien. Donc là, je dois pouvoir dire bah, l'équivalent du on-click qu'on ferait habituellement en JavaScript. Hein. Alors, en l'occurrence, ici, c'est donc notre event binding qu'on va mettre en route. Hein, et là, en l'occurrence, il y a une autre syntaxe. Alors, il y a un mnémotechnique assez intéressant à avoir. Si je mets décroché, c'est que je fais du property binding. Hein, donc là, c'est une propriété qui reçoit quelque chose. Si je mets des parenthèses, je fais de l'event binding. Crochet pour les propriétés, parenthèse pour les événements. Et je mets le nom de l'événement qui m'intéresse. Donc là, je fais un événement qui s'appelle clic. Et je lui dis voilà, pour ce clic, ce qu'il faut faire, c'est un certain traitement. Donc là, je vais lui dire quoi faire. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est ajouter au panier. Exactement. Voilà, donc là, normalement, on devrait être bon. Hein, donc là, si je sauvegarde mon traitement, si je clique, alors ça a bien rechargé, par contre sur le clic il s'est rien passé.
Alors là, il ne le veut pas pour l'instant. Je vais vérifier au niveau de mes trucs là si j'ai quelque chose qui apparaît. Moi, ça fonctionne. Chez toi, ça fonctionne, hein? Sans le point virgule. Ah, et voilà, c'est ça. Ah, et puis apparemment, j'ai une faute de frappe. Ah oui, ajouer au panier, forcément, ça marche pas très bien. Voilà, hein, comme quoi, le modis perfect, hein. Voilà, ça marche mieux avec un T. Merci Alessi. Voilà, donc je clique ici, je clique là en bas, voilà. Super. Donc on a donc ce retour visuel qui est quand même assez important au départ pour être sûr que ce qu'on a fait a bien produit quelque chose. Donc mon alerte s'est bien déclenchée, ce qui me permet de savoir qu'effectivement j'arrive à revenir ici, à déclencher du code. Sauf que vous avez vu que mes 3 boutons, du coup, sont associés à la même méthode. Du coup, comment je peux savoir sur quel produit j'ai cliqué? Il faut rajouter l'ID quelque part. Oui, ou même carrément l'objet complet. Il faut que je sache qui est celui qui a déclenché le clic. Quel est le produit que je vais ajouter au panier? Parce que si je ne sais pas qui je vais ajouter au panier, ça me fait une belle jambe. Bon, par exemple, je mets la référence ou la désignation, ce que vous voulez. Alors, je vais le faire comme ça, avec la désignation. Voilà. Comme ça sera un peu plus précis. Alors, évidemment, pour l'instant, je n'aurai pas plus de précision que ça, puisque... D'ailleurs, il est même pas content du tout, hein, puisque en l'occurrence... Il faut lui rajouter dans l'appel de la méthode le produit. Eh ben oui, tout à fait. Là, dans le meilleur des cas, j'ai un message d'erreur pour me dire que le produit, il ne sait pas ce que c'est. Ou que le produit étant vide, je risque pas de faire produit point désignation sur un élément vide. Donc cet appel-là plante. Hein, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Hein, il n'y a, aucune alerte qui se produit parce que ça échoue complètement. Donc, pour que ça marche, effectivement, je dois fournir ici une information, le produit. Alors, ça tombe bien, puisque le produit, je l'ai. Ça fait partie des informations que j'ai déjà. Donc, j'ai plus qu'à le refournir ici, en paramètres. Et là, j'ai un peu plus de chances que ça fonctionne. Regardez, ajouter ajout au panier de tournevis de la mort qui tue. Et ici, ajout au panier de clé anglaise spéciale Brexit. Et puis enfin, ajout au panier de marteau légendaire. Bon, c'était juste histoire de vérifier que j'ai bien récupéré les informations. Donc j'ai bien mon produit qui arrive. Alors après, si ça vous amuse, vous pouvez laisser le message tel quel. Si vous voulez, on peut juste mettre ajout au panier réussi ou un truc comme ça fait l'affaire aussi. Hein. Bon, mais c'est bien gentil, mais comment je fais pour effectivement l'ajouter au panier? Mon panier, c'est quoi? Mon panier, c'est une mémoire qui va stocker de l'information pendant un certain temps, de manière indépendante de mes composants graphiques. On est d'accord? Ah, j'ai pas de composants graphiques panier. Ouais. Je peux donc pas travailler avec un composant graphique pour lui dire, bah tiens, stocke ça pour moi. J'ai donc besoin d'autre chose pour faire ce travail-là. Alors, si je reviens sur mon graphique, c'est là qu'intervient autre chose. La notion d'injecteur et de service en particulier. Les services, c'est quoi? C'est des classes qui vont travailler en collaboration avec mes composants. C'est des classes à côté. C'est le même principe que l'injection de dépendance. Oui,
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, mon document a besoin de quelque chose qui soit en capacité de stocker mes informations tout au long de ma navigation, et ce de manière indépendante, quelle que soit la page où je suis. Je ne dois pas dépendre d'un composant graphique pour stocker ces informations. Donc je vais dépendre d'autre chose, d'une autre classe. Typiquement, ça pourrait être une classe statique dans les autres langages de programmation qui stockerait ça en parallèle et à qui je pourrais demander de me fournir de l'information. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va avoir besoin de ça, donc d'un service. Et pour avoir accès à ce service, on va devoir d'abord créer ce service en tant que classe indépendante. Alors, je ne sais pas si on aura besoin de tout ce que j'ai sous la main. Je vais vérifier dans la doc de base de Angular, vite fait, ce que ça raconte par rapport à l'exemple que j'ai sous la main là. Donc on peut directement créer un service. Ah bah c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Plutôt que de le faire à la main. On va donc pouvoir créer un service à travers une commande. Donc c'est très bien. Et donc on va appeler ça panier par exemple. Ça sera notre service qui va stocker des choses. Donc là, peu importe l'exemple qu'on a ici, hein, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit un panier. Donc, je viens dans ma commande. Hop. Alors, je ne sais pas s'il y a une forme abrégée de générer le service, c'est peut-être GS, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, c'est GS. Voilà. Donc, GS, et puis donc on va appeler ça panier, et on voit que de toute façon, la classe va s'appeler du coup panier service. Hein. Si on regarde l'exemple ici, même si je ne mets pas de majuscule, a priori, ça devrait avoir ce résultat-là. Voilà, donc il va faire deux choses. Il va créer une classe et de nouveau ce qu'il faut pour pouvoir faire des tests. Hein, le point spec. Donc là, en l'occurrence, les tests, nous, ça ne nous intéresse pas trop pour l'instant. Je ne suis même pas sûr qu'on va l'aborder. Déjà, si on arrive à coder ce qu'on a besoin, c'est déjà bien. Donc, voilà notre classe qui est préparée. Donc, il nous dit voilà que il va travailler sous forme d'injectable déjà à partir de la racine. Donc, ça veut dire que si c'est injecté à partir de la racine, ça veut dire que peu importe à quel endroit je me situe dans mon site, ce service sera accessible en permanence. Un peu comme un système de variables globales, quoi, si vous voulez. Donc ça, c'est déjà super intéressant. Ouais. Est-ce que c'est équivalent au use context en React? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est un peu ce qui remplace enfin plus ou moins les états en réalité, hein. Puisque dans React, c'est les états qui stockent des valeurs qu'on transmet au fur et à mesure, etc. Soit les états, soit les contextes, en fait. Ouais. Ouais. Non, peut-être les contextes alors. Parce que c'est effectivement plus parce que c'est pas effectivement une information qui est interne pour le coup. C'est une information qu'on stocke à l'extérieur. Donc oui, effectivement,
ça pourrait coller avec le contexte dans ce cas. Ok. Donc voilà, on lui dit à partir de où on veut que ce soit disponible. Donc ça c'est défini par défaut, on n'a pas besoin de le faire, hein, c'est comme ça. Et donc cette classe, on y met ce qu'on veut. Et alors en particulier, ce qu'on va lui donner, c'est ce qu'elle doit stocker. En l'occurrence, on souhaite que ça stocke des informations. Pour stocker de l'information, il nous faut une liste. Donc je vais simplement lui donner un tableau vide. On pourrait appeler ça, je vais appeler ça produit au pluriel. Voilà. Donc notre liste de produits, hein, qui constitue en réalité notre panier. Notre panier, c'est une liste de produits, hein, rien de plus. Donc j'initialise cette liste de produits avec un tableau vide. Et puis ce service doit me proposer au moins 2-3 méthodes. 3 méthodes, ça peut être pratique. Ça peut être par exemple la possibilité d'ajouter un élément dans le panier, la possibilité de lire le panier, enfin autrement dit de récupérer les informations du panier, et puis la possibilité de le réinitialiser. Donc on va se donner ces différentes méthodes. Donc je me retrouve de nouveau avec une méthode ajoutée au panier au niveau du service. Une méthode allez, je vais l'appeler getProduit pour que ça corresponde un petit peu à l'écriture typique qu'on pourrait avoir dans d'autres langages, pour récupérer donc le contenu du panier. Et puis, il y a un truc pour réinitialiser le panier. On pourra en faire une aussi pour enlever un élément du panier. Oui, alors pourquoi pas. On peut aussi décider d'enlever qu'un seul élément du panier. Oui, pourquoi pas. Alors pour retirer, il faudra voir, faut que je me documente tout à l'heure pour voir un peu comment on peut l'écrire, parce que ça je l'avais a priori pas prévu au départ, mais c'est bien de le prévoir de toute façon. Donc on va regarder comment ça peut s'écrire. Alors, ajouter au panier, archi simple. On a donc notre produit, notre tableau produit. Eh bien, puisque c'est un tableau, on a en TypeScript plein de fonctionnalités qui sont fournies. Hein. Regardez, on a tout ça qui est fourni pour ajouter, enlever, etc. Donc on a en particulier push qui permet d'ajouter quelque chose dedans. Ce qui gère ça un peu comme un système de pile, de liste plutôt. Donc on va ajouter à la fin de ce tableau.
Donc en l'occurrence, on va fournir le produit, voilà. Et donc ça y est, avec ça, on sait qu'il est dedans. Get produit, si on veut pouvoir vérifier ce qu'on a fait, il suffit tout simplement de faire un return. Là aussi, c'est très simple. On lui fournit this.produit et puis c'est réglé. Donc archi simple. Et puis vider un panier, là aussi c'est relativement trivial. Il suffit de réinitialiser notre tableau avec un tableau vide et le tour est joué. Alors retirer, il va falloir que je vérifie quelle est la bonne méthode pour faire ça. C'est toujours this.produit.quelque chose. Alors, il faudrait voir effectivement si le shift removes the first element from an array. Alors, ça sera déjà pas shift, parce que shift c'est pour le premier. Est-ce qu'on a un truc du genre remove? Ce serait pas splice? Alors, remove elements from an array and insert new elements in the array. Ouais, sauf qu'il veut la position de cet élément. Il faut trouver la position. Donc ça veut dire qu'il nous faut un index dedans. Et ça veut dire que il va nous falloir voilà. Donc si on lui dit de chercher l'index du produit, on devrait y arriver comme ça. D'accord, ouais. Donc ça devrait être bon. Oui, ça devrait être bon. Donc il n'y aura plus qu'à tester tout ça pour s'assurer que tout va bien. Non. Donc push pour ajouter un élément. Vous pouvez toujours vous mettre des petits commentaires hein, si vous avez peur d'oublier ce que vous faites. Hein. Donc push pour ajouter un élément. Index of pour vérifier, récupérer la position de l'élément dans notre tableau. Splice pour donc supprimer un élément. Et donc ici après on récupère tous les produits. Et ici on réinitialise complètement notre tableau. Donc là notre service est opérationnel, a priori, hein, on va le tester. pour voir ce qui se passe et si c'est bien fonctionnel. Alors, pour que ça fonctionne, il faut déjà dire à notre panier qu'on va avoir besoin de ce service. Sinon, ça sert à rien d'avancer. Donc alors c'est pas ici, si c'est ici, pardon. Parce que c'est ici qu'on a la méthode pour ajouter au panier. Déjà, attendez voir, je suis perdu. Voilà, c'est ça.
Donc, pour pouvoir faire référence à notre service, on va devoir préciser en haut qu'on veut effectivement ajouter ce service. Donc, il faut un import pour ça. Donc, ça s'appelle le... Donc on va déjà lui donner le chemin vers l'endroit où est notre fichier. Donc c'est panier service, voilà. Hein, qui est dans le répertoire en dessous. Et donc on a besoin de la classe qui s'appelle panier service. Voilà, donc à partir de maintenant, cette classe panier service est disponible. Ensuite, deuxième étape, on va pouvoir déclarer un constructeur et on va pouvoir lui dire que on a des éléments privés. Alors dans le constructeur, on a le droit de déclarer ici des propriétés qui restent privées. Hein, donc notre panier, en l'occurrence, on va pouvoir lui dire que notre panier ah oui, non, ça c'est bon. Alors pourquoi il n'est pas content? Ta 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 ta. Ah oui, non, pardon, c'est pas au bon endroit que j'ai fait ça. Excusez-moi, c'est pas ici qu'il faut que je fasse ça, c'est dans le... C'est directement dans le constructeur. Excusez-moi. Donc ça reste vide. C'est dans le... dans l'appel de constructeur qu'il faut que je définisse cette propriété, ce paramètre. Ça peut rester du coup sur la même ligne. Hop. Voilà. Et donc, dernière étape, une fois que j'ai déclaré ce truc panier ici, je vais pouvoir utiliser cette propriété privée de type, vous voyez, panier service. Et là, je pourrais effectivement lui dire que je veux ajouter au panier un produit, et bien le produit que j'ai récupéré comme paramètre. Voilà. Donc tout ça pour pouvoir tranquillement ajouter des choses dans notre panier. Donc pour l'instant, on n'a aucune visibilité de ce qu'on fait. La seule solution, si on veut voir quelque chose, c'est de pouvoir consulter son panier. Ça va pour l'instant? Ça va. Ouais. Ok. Alors si je veux pouvoir consulter le panier,
Il va me falloir du coup une autre page à mon application, une autre fenêtre, vous appelez ça comme vous voulez. On est sur du web, une autre page, on pourrait dire, pour pouvoir consulter le panier. Parce que sinon, ou alors il faut qu'on fasse un log. On peut à la limite, hein, faire un console.log pour l'instant, au moins pour voir ce qui se passe, ou faire dans panier service, peut-être, comme ça permettra de visualiser que c'est bien là qu'on a quelque chose. Hop, un console.log du produit, au moins pour visualiser dans un premier temps qu'il se passe effectivement quelque chose. Donc là, si je reviens sur ma page web, si j'ajoute au panier, donc j'ai bien ce message-là qui s'affiche, normal. Et du coup, là, il faut que j'aille dans les outils de développement si je veux visualiser quelque chose. C'est bon, ça marche. Voilà, donc j'ai bien un array avec mon tournevis qui est apparu dedans. Bon, j'ai quelques alertes autres, mais ça c'est lié à des trucs de Chrome. Donc ça c'est pas un souci. Si j'ajoute au panier ce truc-là, voilà, j'ai mon deuxième affichage qui se fait avec mes deux éléments, le tournevis et la clé anglaise. Et si j'ajoute le marteau, hop, j'ai mon troisième élément ici. Alors là, en l'occurrence, ça ne me permet pas pour l'instant de gérer les quantités. Vous avez remarqué, hein. Je peux que ajouter individuellement des choses. Et en l'occurrence, là, j'ai ajouté 2 fois le même. Ben, du coup, j'ai 2 fois le même, quoi. Ce qui est pas forcément très pratique en soi. Hein, la notion de quantité serait quand même pratique pour savoir, enfin pour gérer ça proprement, quoi. Mais bon, voilà. Dans un premier temps, on a bien les informations qui arrivent jusqu'au service avec les bonnes données. Hein. Donc j'ai bien de jouer mon marteau ici qui apparaît. Si je reclique encore une fois sur la clé anglaise, ben, du coup j'ai mon tableau à 5 éléments ici avec donc mes deux marteaux et puis ma clé anglaise, etc. Voilà, donc tout va bien. Mon système de panier stocke bien les informations. Maintenant, il faut pouvoir, ça c'est l'étape suivante, il faut pouvoir consulter son panier. Alors c'est là où déjà mon menu là au-dessus va devoir changer, puisque pour l'instant ma page d'accueil c'est ça, avec donc ma liste de produits que je mets en vente. Ça serait peut-être bien que j'ai autre chose ici comme élément de menu que ça. Et puis un petit bouton, du coup, ça sera le bienvenu pour consulter le panier. Donc on va corriger notre navbar là-haut pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus cohérent avec ce qu'on veut faire. Donc je reviens dans notre truc ici, et on va s'intéresser à notre barre de navigation qu'on avait laissée en l'état depuis le début de notre travail. Voilà. Bienvenue sur maboutique.com. Alors la page d'accueil, bon. Faudra voir du coup comment on appelle ça.
On peut laisser accueil à la limite, hein. Ça, pour l'instant, je le vire. Tout ce qui n'est pas utile, hop, je le vire. Et donc, on a juste un bouton dont on a besoin effectivement pour aller consulter le panier. Donc, c'est le bouton du panier. Voilà. Donc, j'ai ma page d'accueil, le bouton panier. Et puis, le bouton panier, tant qu'à faire, on va lui donner gentiment un petit, Quoi? une petite icône. Mais quoi? Ah ouais, mais tu m'énerves, Quentin. Tu peux terminer là. Donc, on va lui donner, je l'avais trouvé tout à l'heure, c'était le shopping de base. C'est bon. Bon, maintenant, chute. Voilà, juste shopping cart de base. Voilà. Donc, si je veux que ça apparaisse dans mon bouton, hop. Ah oui, et puis j'ai fait l'oublier, il faut rajouter aussi l'alignement vertical, l'alignement centré. Donc c'était quoi déjà? Align-center, un truc comme ça? Middle, je Align crois. Center. C'était middle. Non, c'est... Ouais. Mieux. Donc voilà, je retrouve donc mon fameux panier. Bon, qui ne change pas grand-chose, hein, vous remarquerez à tout ça. Voilà. Donc on a, au niveau de notre interface au-dessus, c'est un peu plus propre, on va dire, hein. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve un moyen donc, de dire qu'on a une deuxième page. Est-ce que vous vous souvenez dans les mécanismes qu'on connaît déjà, hein, quand on a travaillé en MVC, quel mécanisme nous permet de dire qu'on a plusieurs pages et de basculer d'une page à l'autre? Les routes. Eh oui, les routes. Et donc en Angular, on a aussi des routes. Et donc on a la possibilité de gérer ça. Donc il va falloir qu'on précise du coup à nos pages au fait à quelle route elles appartiennent, hein, puisque elles vont devoir réagir à ces routes. En plus de ça, au niveau du module .ts, on va devoir
lui dire effectivement quelles sont les routes qui sont connues et faire ce fameux travail de routage justement pour lui dire bah voilà ça c'est les routes qu'on connaît, pour cette route c'est tel composant dont on a besoin, au fait on a besoin d'une donnée en particulier, voilà différentes choses comme ça qui sont possibles. Là il y a même un système de redirection qui est proposé. On peut dire que s'il n'y a rien, je suppose que c'est slash heroes qu'il faut faire, par exemple. Et puis il y a même un dernier chemin ici proposé pour le page not found. En gros l'erreur 404. Là on est sur un système de routage relativement classique dans l'exemple qui est fourni ici. On a les routes normales, on va dire, la route par défaut s'il n'y a rien. Et puis la route d'erreur pour dire que voilà, on n'a rien trouvé. Et puis ensuite, il faut effectivement que ce routage soit pris en compte. Donc les routes sont stockées dans une constante. Et ensuite cette constante, eh bien il faut la faire travailler entre guillemets. Et donc ils appellent le module de routage et ils lui fournissent du coup la constante avec laquelle on travaille, et en l'occurrence ici pour le débugage ils activent un système de traçage dans l'exemple ici pour qu'on puisse effectivement visualiser des choses pour le débugage quoi. Donc dans un premier temps effectivement il faut mettre en place tous les éléments de base pour pouvoir travailler avec nos routes. Alors, déjà le index HTML, on va vérifier pour commencer si ce index HTML a bien la référence à slash. Il me semble que c'est le cas par défaut, mais je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour être sûr qu'il n'y a rien d'oublié. Alors, en l'occurrence, oui, il est là. Donc là, moi je l'ai pas inventé, je l'ai pas rajouté, ça a été inséré de base par Angular. Je suppose que du coup vous l'avez aussi. Ouais. Donc cette première étape, elle est faite. Ça c'est très important. Donc deuxième étape, on doit intégrer le module de routage dans l'app module. Est-ce qu'il est déjà installé? Ça sera l'occasion de vérifier. Je vais jeter un petit coup d'œil vite fait pour être sûr, mais il me semble que normalement il est installé, mais il suffit de vérifier. Il suffit de vérifier dans le module, dans notre module. Donc c'est dans Angular Router. Il est bien là. Donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir l'utiliser. Donc je disais, il faut qu'on aille donc dans notre fichier appmodule.ts. Alors, il est rangé où déjà celui-là? Dans le app, donc là-dedans. Alors je ferme les dossiers, voilà. appmodule.ts, voilà, très bien. Donc on a déjà du monde là-dedans, nos différents composants avec lesquels on travaille. Donc ça. Non, je sais pas pourquoi il y a ces trucs. Ah oui, c'est un truc qui a été rajouté à la fin par un truc qu'on a installé tout à l'heure avec les fontes là. Donc ça, on va pas y toucher. Donc on va rajouter ça ici. Voilà, donc j'ai rajouté donc les classes dont on a besoin de travailler pour nos modules.
Deuxième étape, donc, il faut qu'on définisse les routes. Donc, on va les définir un peu comme ici, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. On va pouvoir se faire d'ailleurs notre page not found aussi, hein, puisque effectivement, si on a affaire à des petits malins qui souhaitent tester des routes qui ne sont pas censées fonctionner, ben, on doit pouvoir intercepter tout ça. Donc, après nos importations et avant le ng module, donc là entre, on va donc définir notre constante approute. Alors évidemment, ces exemples-là ne nous concernent pas, il faut qu'on corrige tout ça. Donc en l'occurrence, il y a une route qui va nous intéresser, c'est la route de la liste des produits. Donc je propose de rediriger la page par défaut vers /produit. David? Oui. Tu peux juste montrer le lien de la doc? Quel lien? Le lien de la doc, en fait, vers le... Ah oui. Je vais la mettre dans... Voilà. J'ai mis dans Discord. Donc c'est Angular. En fait, si tu tapes Angular et routeur, j'ai juste à taper Angular et route dans mon dans Google et c'était le premier lien que j'avais trouvé. Hein. Donc la page par défaut, j'aimerais que ça aille vers /produit. Du coup ici, je peux effectivement proposer une route pour le chemin produit qui va du coup aller vers le composant qu'on a appelé produit list. Mais du coup, produit list va devoir intégrer la navbar de lui-même si on fait comme ça. Oui, enfin, on verra bien. Ouais, on va devoir intégrer la navbar dedans. Du coup, bah, c'est pas grave, on réglera ça tout à l'heure. Donc, notre classe produit list. C'est produit list component. Voilà. Produit list component. Alors en l'occurrence, j'ai pas de data, j'ai pas de données associées, donc je peux revenir sur un système de lignes comme au-dessus. Voilà. En termes de lisibilité, j'y gagne un tout petit peu. On n'a pas de chemin comme ici où on peut récupérer le détail d'un produit. Alors on pourrait le faire à l'occasion. Je vais garder ça sous le coude. Si un jour on se dit tiens, j'aimerais bien avoir un composant et un chemin graphique pour avoir le détail d'un produit. Je pourrais très bien avoir un truc dans ce genre-là. Mais là, pour le coup, ce truc-là, ce chemin-là n'existe pas en l'occurrence. Et donc, on va avoir une page pour afficher le panier. Donc, ce composant, il va falloir le créer. Donc, on va avoir un panier component. Et puis, le page not found component, ça serait bien de l'avoir aussi. Donc, je propose déjà de créer ces deux composants. Bon, là, forcément, l'affichage plante, c'est normal, puisque là, je fais référence à des composants qui n'existent pas. Donc, on va créer les composants, histoire que tout se passe bien. Donc, on génère le composant panier.
Voilà. Du coup, Panic Component est détecté correctement. Bonne nouvelle. Et puis, je vais pouvoir du coup faire la génération du page not found. Voilà. Du coup, tous mes éléments sont détectés correctement et ma page fonctionne de nouveau derrière correctement. Ah, effectivement, merci. Ça va? Vous êtes synchrone? C'est bon. Ouais. Ok, super. Donc pour les autres composants, pour l'instant, on verra plus tard ce qu'ils font. Il faut déjà qu'on mette en route notre système Et, de routage là à ce niveau-là, et puis on verra progressivement pour la et suite. David, Oui. dans le pass pour PageNet Font, c'est les 2 étoiles, ça veut dire c'est quand ils trouvent pas. En fait, les 2 étoiles, ça veut dire n'importe quoi. C'est n'importe quel chaîne de caractère, quoi. N'importe laquelle, Ouais, n'importe quoi qu'une. sauf celles qui sont au-dessus. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il va analyser, comme les systèmes de routage classiques, dans un routeur, les lignes sont analysées les unes après les autres. Donc, il va d'abord regarder le premier, ça match ou ça marche pas. Si ça match pas, il regarde le deuxième, ça match pas. Si ça match pas, il teste le troisième, ça match pas. Si ça match pas, il teste celui-là. Celui-là, il matchera tout le Donc, temps. dans l'écriture des routes, il faudra toujours aller du plus spécifique au moins spécifique. Exactement. Ouais, comme pour rien. Ouais. Hein, tous les systèmes de routage fonctionnent sur ce modèle-là. Hein. Ok. Voilà, donc je reviens sur la doc. Donc on a mis en place la constante qui contient donc les différentes routes, la description des routes qui nous intéressent. On va du coup pouvoir préciser, donc avec ce truc-là, donc dans nos imports, il faut que je regarde si on n'a pas déjà quelque chose dedans. Voilà, on a déjà des choses dedans dans imports en l'occurrence. Hein. On a browser module et browser animations module. Donc on va devoir rajouter un truc en plus, le router module for route. Voilà, donc on va le rajouter à la suite. Donc hop, une petite virgule, et je le rajoute en dessous. Router module for route, voilà, voilà. Donc je peux laisser la partie pour le débugage. Il faudra bien sûr penser à l'enlever si on n'est plus en mode débugage. Par contre, moi, dans import, j'en ai un en plus, c'est uprooting module. Ouais, j'ai ça aussi, ouais. T'as un app routing module? Ouais. Ouais. Ah, bah laisse-le. Ouais, je touche pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais laisse-le. Mais c'est bizarre que t'aies pas la même chose que moi. Mais Ah, bon. je suis pas parti de ce que tu avais mis sur Git. Ah, voilà.
Bon, j'ai le truc qui s'affiche 2 fois. Alors, donc maintenant qu'on a ça, on n'a pas fini le job, hein, évidemment, puisque on doit maintenant dire justement à nos différentes pages qu'elles correspondent bien à ces routes, etc., etc. Normalement, on a un truc à dire quelque part, on va vérifier ça. Alors. Ah oui, d'accord. Donc, on a dans le App Components, on va avoir un truc en plus à faire. Ouais, ça va modifier un tout petit peu notre job, mais c'est pas un souci. Donc, on va avoir un petit travail en... Ouais, ça c'est la dernière partie en fait, pour que ça se branche bien. Donc, notre App Component... Où est-ce que tu es? Il est là, voilà. Donc. Notre App Component HTML, voilà. Donc notre App Component HTML, on a donc notre navbar pour l'instant et notre produit list qui est là. Alors, maintenant, donc la navbar, elle est très bien là où elle est. D'ailleurs, dans l'exemple qu'on a ici, il nous montre le début de la page, justement la partie navbar, entre guillemets, et puis et ce truc-là. Et donc, cette chaîne de caractères-là, cette balise-là, elle est pour dire, voilà, c'est à cet emplacement-là, c'est un marqueur, hein, pour dire, voilà, c'est ici que tu vas mettre la page qui est demandée. À cet endroit-là, dans l'architecture de notre template. Hein, donc, ça veut dire qu'on pourrait très bien définir des choses qui vont apparaître avant et des choses qui vont apparaître après la partie routée de notre template. Donc là, il faut juste faire englober app produit list par ça. Bah, la produit list, on n'en a plus besoin, puisque la produit list, c'est justement une des pages routées. Hein. Donc la produit list, elle va disparaître de là. On va mettre... non, je n'ai pas le bon truc en copier-coller. Voilà. On va mettre ce marqueur d'insertion, parce que c'est lui qui va mettre le app produit list au bon endroit. Et puis, tant qu'à faire, puisque toutes nos pages vont avoir besoin... Avant, je raisonnais en monopage. Puisque toutes nos pages, je reviens sur le lab produit list, il est où? Il est là. Notre produit list, j'avais dit qu'on mettait un container au-dessus là, tout à l'heure, mais ce container, on en a besoin tout le temps, pour toutes les pages qu'on va router. Donc, ce que je vous propose, c'est d'extraire ce container qu'on a besoin partout, pour le mettre autour de notre emballage, entre guillemets, de notre marqueur. Alors, je reviens de notre app component, voilà. Notre container va venir ici et va emballer gentiment, hop, notre outlet.
Voilà. Du coup, dans mon component, j'ai l'appel au navbar, le container et donc la partie routée qui va être à l'intérieur du container. Vu que c'est un élément qui va être commun à toutes les pages, sinon il faudrait que je mette le container dans toutes les pages, ce qui est un peu fastidieux hein, et n'a absolument aucun intérêt. Oh, il ne prend pas en compte là. Comment? Il ne prend pas en compte le container apparemment, en le mettant là. Bien là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, du coup, il s'est mis sur slash produit. Ah non. Moi, j'ai rien changé, hein. Non, J'ai rien fait. C'est bon, j'avais. Il s'est mis dans slash produit. Je suis bien dans le container parce que j'ai l'espace ici qui est libre. Ouais, il me l'avait enlevé, mais c'est parce que j'avais fait une bêtise. Ah, d'accord. Voilà. Donc, voilà, tout s'est corrigé tout seul. Regardez, il met automatiquement le slash produit maintenant. C'est ma page par défaut. Voilà, c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Super. Oh, on a fait un super bond en avant là du coup. Et vous avez remarqué, en 3 coups de cuillère à peau, on a mis un système de routage en place. Ça nous a pas coûté très cher. Hein. Alors, le panier, pour l'instant, il redirige vers rien. Puisque, et c'est normal, hein, puisque dans notre... là, maintenant, il faut que je corrige navbar. Dans navbar, on n'a pas mis les chemins correctement pour que ça fonctionne. Alors, on va corriger ça. Donc déjà, la page d'accueil, on va pouvoir lui dire qu'on va dans slash. Hein. Et on va pouvoir tester ça d'ailleurs dans la foulée. Voilà, on revient bien dans slash qui est automatiquement redirigé sur slash produit. Donc ça c'est très bien. Et donc mon panier, eh bien j'ai pas mis d'action pour l'instant ici, ben, il est temps de corriger ça. Et donc la route qu'on avait définie au niveau de notre variable, c'était panier. Donc la route que je dois mettre dans mon navbar, c'est du coup slash panier. Donc il met bien slash panier, et puis j'ai panier-works. Ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Alors si jamais je mettais n'importe quoi, j'arrive sur le page.works. Ce qui est plutôt cool. Donc notre système... Ça va pour tout le monde là? Non. En fait, quand je clique sur... comment? Quand je clique sur le panier, en fait, ça me laisse sur la page... comment? Sur la page d'accueil. Ouais. Sur la page de base. Alors, bien vérifier dans ta forme que tu as bien mis ça. C'est ce que je vais le faire à l'instant. Ouais, le slash panier, il est mis. Ah non, c'est dans le form, d'accord. Je l'avais mis dans le bouton. Ah oui, non. Si tu le mets dans le bouton, alors tu peux, mais il faut que tu précises form action et pas juste action. Ouais. Hein? Si tu le mets dans le bouton, c'est form action. Ah, c'est bon.
C'est vrai, c'est parce que j'avais mis au mauvais endroit. Désolé. Pas de souci. Donc avec Form Action, ça marche aussi. Par contre, je sais pas pourquoi il me laisse un point d'interrogation derrière. C'est un peu bizarre. Peut-être à cause de la méthode. Peut-être parce qu'il est en poste. Ouais, sans doute parce qu'il est en méthode poste. Moi, il met un point d'interrogation, mais qu'il enlève après. Oui, c'est ça. Voilà. Écoutez, je pense qu'on peut se faire une mini pause maintenant. Ok. Ouais. Hein, vu l'heure, ça me semble. Et puis vu l'heure et vu là où on en est, je pense qu'on peut, vu on vient de boucler un truc, c'est le bon moment pour faire la pause. Et on dit 10 minutes de nouveau. Ça vous va? Ouais, ça marche. D'accord. Super. Ben, c'est parti. Hop. À tout à l'heure. À tout à l'heure.